OK, je crois qu'on peut commencer parce qu'on a beaucoup, à en parler. Donc encore une fois, bienvenue au webinaire de présentation des initiatives de promotion des jeunes et de l'égalité des genres en 2022 du Fonds pour la conciliation de la paix des Nations unies. Je m'appelle Victoria von Knobloch. Je suis experte associée des programmes couvrant les pays de l'Afrique de l'Est, du Sud et de l'Afrique centrale au Fonds pour la conciliation de la paix. Et je suis ici avec quelques collègues qui je vais demander à se présenter vite fait. Moi, pendant la présentation de ma collègue Stéphanie, je vais faire attention au chat et essayer de répondre à vos questions. Mais il y aura aussi assez de temps au fin, après la présentation, pour répondre aux questions et parler des détails. D'accord, donc je vois Stéphanie a mis sa caméra. Peut-être tu peux t'introduire vite fait et aussi introduire nos collègues qui sont en ligne. Merci. Merci Victoria, bonjour à tout le monde, bonjour, bonsoir. On sait que vous vous connectez de régions et de fuseaux horaires très différents, donc bonjour et bonsoir. Moi, je m'appelle Stéphanie Magala. Je pense que peut-être qu'avec certaines d'entre vous, on a eu l'occasion d'échanger sur des projets existants, c'est pas impossible. En tout cas, tout comme Victoria, je travaille également dans l'équipe de programme du PBF et je suis ravie, avec mes collègues, de vous présenter la nouvelle édition de cette année 2022 qui s'annonce également aussi riche que les années précédentes. Nous avons également avec nous 2 autres collègues qui sont en réalité aux commandes de toute cette initiative. Sans elles, cette initiative n'existerait pas. Donc, peut-être que je crois qu'elles souhaitent se présenter elles-mêmes, donc peut-être que je vais les laisser se présenter. Je vois Ilva sur mon écran, donc peut-être tout d'abord Ilva et puis ensuite Shaza. Sure. Hi, everyone. My name is Ilva. So nice of you to join us. I'm sorry I don't speak French, but I'm very glad I have the help of the colleagues here. Yeah, thank you so much. I coordinate the Gender and Youth Promotion Initiatives. Yes. Thank you, Stephanie. Merci Ilva. Et peut-être que nous avons Shaza également connectée. Et sinon, vous verrez son nom, au cours des prochains mois. Bon, peut-être qu'on va commencer. En tout cas, c'est l'autre, maîtresse de toute cette initiative avec Ilva et bien sûr toute l'équipe du PBF que, encore une fois, vous connaissez déjà, peut-être un peu. Donc nous allons commencer avec la présentation qui se structure, de manière à faire un bref rappel du contexte, du contexte du PBF, mais aussi du contexte de cette initiative de promotion du genre et de la jeunesse. Et puis ensuite, nous allons rentrer dans le détail des thèmes, de la question de l'éligibilité des organisations de la société civile, qui, on sait, va certainement générer quelques questions de votre part. Et puis, on va parler de choses aussi très pratico-pratiques, le calendrier, les critères de révision. Aussi, une chose qui va se révéler, je crois, très importante pour vous, qu'est-ce qui a fait que les propositions de l'an passé ont été approuvées ou pas? Donc, quelques éléments de réponse là-dessus également. Alors, concernant le fond, bon, alors je pense que sur cette slide en particulier, on peut vraiment passer 17 secondes parce que si vous êtes connecté, c'est que vous connaissez déjà un petit peu le PBF. Mais en tout cas, le Fonds pour la consolidation de la paix du secrétaire général des Nations unies, qu'on va appeler PBF pour raccourcir un peu cette présentation. C'est ce fameux instrument financier de l'organisation pour soutenir les projets spécifiquement de consolidation de la paix. Donc ça, c'est quelque chose qui va revenir pendant ce webinaire parce que c'est très important de rappeler de nouveau que tous les projets que le PBF soutient, ce sont vraiment des projets qui tourne autour d'un conflit, un conflit que l'on craint va survenir, ou bien un conflit qui s'est déjà produit et donc il y a ce contexte de relèvement post-conflit,
En tout cas, le PBF n'est pas un fonds qui traite de développement de manière générale, ce n'est pas un fonds qui traite d'humanitaire non plus. Bien sûr que, comme vous le savez, il y a une certaine flexibilité au sein du PBF, donc il y a toujours des conversations qui sont importantes et intéressantes à avoir avec nos équipes dès qu'il y a une certaine situation dans un pays. Mais en tout cas, cette dimension de prévention de conflit ou de relèvement post-conflit, c'est réellement l'ADN du PBF, c'est-à-dire traiter les causes profondes de ces problématiques. Mais on va aussi revenir là-dessus un petit peu plus tard. L'idée du PBF, c'est de financer directement des entités de l'ONU, mais également des organisations de la société civile. Et pour vous donner un ordre d'idée, l'an passé, nous avons investi 195 millions de dollars autour de 103 projets dans plus de 30 pays. Et près de la moitié de ces projets avaient une partie du budget assez conséquente dédiée à la question de l'égalité des genres et à l'automatisation des femmes. Le PBF fonctionne sur plusieurs piliers, différentes fenêtres de priorité, différentes aires de priorité. Et bien sûr, comme vous le savez peut-être déjà, il y a 3 autres caractéristiques qui sont de combler les manques en financement, les manques en attention et en financement au sein de certaines problématiques, au sein de certains territoires. L'idée également, c'est de réagir rapidement. Comme vous le savez, nous sommes un fonds qui, bien sûr, on reste assez procédurier, mais il y a également une forme de réactivité. Oui, bien sûr, la présentation sera partagée suite au webinaire. Et enfin, last but not least, comme on dit en anglais, il y a cette dimension catalytique. C'est-à-dire que nous, on fait très, très attention à ce que ce fonds ne soit pas un investissement de 1,5, 2 millions ou 300 000 qui soit perdu dans un océan suite à la fin du projet. L'objectif, c'est aussi que cela sème une graine qui puissent être reprises, consolidées par la suite par d'autres acteurs nationaux ou même internationaux. Next slide, please, Sylvain. I realize that because I do this in French, you may not always realize when I'm done. Donc, cette année, nous avons cet appel qui réellement se scinde en deux, c'est-à-dire qu'on le fait en même temps, on parle toujours en anglais de GYPI, mais on a vraiment, on va désormais davantage parler de manière distincte du GPI et du YPI, donc l'initiative dédiée plutôt au genre, à la question du genre, et celle à la question de la jeunesse. En tout cas, dans l'esprit, dans la philosophie, on ne change pas le mandat qui est derrière cette initiative. Donc vraiment soutenir davantage les organisations et les initiatives locales concernant l'automatisation des jeunes, des femmes. Comme vous le savez sûrement, ces deux initiatives sont des traductions d'actions de 2 résolutions majeures qui sont issues du Conseil de sécurité de l'ONU, donc la résolution 1325 et la résolution 2250, respectivement en 2000 et en 2015. Et nous, notre initiative, c'est vraiment essayer de mettre en place des choses qui ne sont pas forcément mises en place à travers d'autres fonds. Donc, encore une fois, réussir à coller au mandat du PBF, cette notion de consolidation de la paix, mais aussi une notion plus innovative, disons. Encore une fois, pour donner des chiffres et un ordre d'idée, l'an passé, nous avons investi 25,7 millions de dollars au sein de 19 projets dans 14 pays différents. Tandis que concernant l'initiative dédiée aux jeunes, on était aussi sur une enveloppe budgétaire assez similaire au sein de 19 projets dans une quinzaine de pays. Et vous savez que chaque année, nous avons des thématiques. En 2021, il y avait 27 projets qui étaient axés sur la question de l'espace civique, qui est toujours en réduction croissante malheureusement à travers le monde, et 11 projets qui étaient dédiés aux dispositifs de santé mentale et de santé psychosociale. Donc, dans la présentation qu'on va partager avec vous à la suite du webinaire, vous verrez qu'il y a beaucoup de liens qui vous permettront d'avoir plus d'informations sur différents éléments sur les pages web dédiées.
Next slide, please. Thanks, Ilva. See, you speak French. Concernant cette édition 2022, donc comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, on va faire une distinction entre le YPI et le GPI, dans le sens où on va faire des webinaires qui vont être séparés, on va avoir des thèmes qui sont distincts. On a également un projet pilote qui vise à nationaliser, on va dire, le GPI, dans le sens donner beaucoup plus de marge de manœuvre aux acteurs locaux, donc notamment le bureau des résidents, coordinateurs, coordinatrices, et puis également le UN City. Certains d'entre vous le savent peut-être, ça va être lancé dans 4 pays cette année, en Gambie, au Guatemala, en Haïti et au Niger. Ces pays ne sont pas éligibles au GPI, mais ils restent éligibles au YPI. Donc, j'espère que des collègues de ces pays participent à ces webinaires concernant les 2 aspects de l'initiative. Bonne nouvelle concernant le plafond budgétaire qui est à présent élevé à 2 millions de dollars par projet. Voilà. Et la prolongation également de la durée générale d'un projet qui, jusqu'à présent, était plutôt d'1 an et demi et qui a été rallongé à 2 ans aussi parce qu'on a constaté qu'un bon nombre de projets avaient besoin de plus de temps, parce qu'on a remarqué qu'il y a besoin d'un temps assez conséquent pour la mise en place. Il y a le contexte de la pandémie qui représente aussi des défis conséquents pour l'implémentation des activités qui nécessitent beaucoup d'interactions physiques. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a également prolongé cette durée. Et enfin, il va également y avoir quelques modifications concernant l'éligibilité des organisations de la société civile, mais on va en parler un peu plus en détail dans quelques minutes. Concernant les pays éligibles, on a de nouveau la liste ici, mais bon, je vais pas vous donner les noms de chaque pays parce qu'encore une fois, si vous êtes là, c'est que vous êtes suffisamment bien informés. Donc, on va peut-être passer à la slide suivante directement. Merci, Ilva. Concernant les entités qui peuvent postuler, là-dessus, pas de modification par rapport aux éditions précédentes. Donc, on peut recevoir des propositions qui viennent d'entités, de diverses entités de l'ONU qui font des propositions conjointes. Donc, dans le cadre de soumission de la part de l'ONU, on reste sur un maximum de 2 propositions par initiative. Donc, 2 propositions YPI, 2 propositions GPI par UNCT. Toutes les soumissions doivent être approuvées par la tête du bureau du coordinateur, coordinatrice résident-résidente. Et ensuite, concernant les propositions qui sont conjointes de l'ONU, donc uniquement avec des entités de l'ONU, on est sur un budget qui peut aller de 800 000 à 2 millions de dollars par projet, et avec un minimum de 2 à 3, jusqu'à 3 partenaires du système des Nations Unies en tant que bénéficiaires directs des fonds par projet. Pour ce qui est des propositions conjointes ONU, organisation de la société civile, les enveloppes budgétaires restent les mêmes. Là-dessus, on va être sur un maximum de 2 partenaires des Nations Unies et bien sûr au moins un partenaire représentant la société civile. Et comme mentionné, et comme vous le savez déjà, les organisations de la société civile doivent être éligibles, elles doivent répondre à tous les critères et notamment les nouveaux critères d'éligibilité. Concernant les soumissions qui sont propres aux organisations de la société civile, on est également sur 2 propositions maximum par initiative, par organisation. Les subventions, cette fois-ci, pour ces organisations-là, peuvent être comprises entre 300 000 et 2 millions de dollars. Et il y a un maximum d'une OSC comme bénéficiaire direct des fonds. Et bien sûr, la proposition devra être soumise de manière indépendante. Il n'y a pas de limite au nombre d'organisations qui peuvent soumettre des projets par pays. Donc là-dessus, c'est quelque chose de très encourageant pour toutes les organisations de la société civile. Mais encore une fois, il y a cette dimension d'éligibilité sur laquelle on va revenir un petit peu plus en détail et autour de laquelle on pourra aussi discuter post-webinaire.
Donc, les fameux critères d'éligibilité, le premier, c'est quelque chose qui reste inchangé, être formellement enregistré comme organisme à but non lucratif pour toute la durée du projet qui est proposé, non seulement dans le pays, où se trouve le siège social, mais également le pays, d'implémentation du projet. Il faut ensuite avoir un score de risque faible lors d'une micro-évaluation de ce mécanisme qu'on a qui s'appelle HACT. Dans le pays du projet, le questionnaire sur lequel se base, cette évaluation, il peut être trouvé en ligne, donc ça, c'est plus pour votre information. Donc encore une fois, il sera disponible à travers l'hyperlien qui est inséré dans la présentation. Dans le cas où, votre organisation a déjà été évaluée, les scores, à faible risque à partir de mars de l'année dernière sont acceptés, donc pas de processus à refaire. Par contre, si votre organisation n'a pas encore été évaluée ou a été évaluée, à un autre moment, à partir de la deuxième étape du calendrier, de l'appel à projet, il va devoir y avoir, une micro-évaluation, portant sur votre évaluation. Ensuite, une autre chose importante, c'est une référence soit de l'ONU, soit, d'un de vos donateurs qui atteste d'une gestion financière, et programmatique, solide, autour d'une subvention qui a été acceptée, qui a été, débloquée au cours des 3 dernières années. Au cours de cette, dernière étape, à laquelle je faisais référence il y a quelques instants, vous, en tout cas, les organisations de la société civile seront également examinées en ce qui concerne la prévention de l'exploitation, et des abus sexuels. On va entrer dans les thématiques. Donc, par rapport à la thématique du GPI, donc l'initiative qui se focalise sur l'automatisation des femmes, j'ai mentionné il y a quelques minutes, ce pilote qui vise vraiment à, alors on dit nationaliser, on ne devrait pas vraiment dire nationaliser en français parce que ça veut dire plein d'autres choses, mais en tout cas, l'objectif de ce projet pilote, cet autre projet, ce projet parallèle pilote, c'est vraiment de donner plus de marge de manœuvre aux acteurs locaux, de décider, de leurs priorités nationales, mais également, de renforcer les capacités vraiment des entités locales. Ça, c'est vraiment, c'est le cœur de toute l'initiative GYPI. Du coup, à travers cette initiative parallèle et à travers la thématique du GPI, on veut vraiment insister là-dessus. C'est-à-dire que aider des organisations à effectuer un certain travail autour de l'égalité des sexes, à travers, autour de l'automatisation des femmes, c'est une chose, mais encore une fois, dans une dimension de durabilité, c'est très important pour nous davantage insister sur les capacités des organisations de femmes, notamment bien sûr, ou menées en tout cas par des femmes, de renforcer cette capacité institutionnelle, pour pouvoir contribuer durablement à la question, de l'égalité des sexes et de l'automatisation des femmes au sein de leur contexte, local, national, voire, régional en fonction des problématiques données. Donc ça, c'est la thématique. C'est une thématique qui est assez, générale, mais finalement qui est peut-être un peu plus précise que ce qu'elle semble être. On pourra en parler plus en détail dans la session questions-réponses, mais en tout cas, voilà, ça, c'est la thématique, principale pour, le GPI. La nécessité d'atteindre tous les critères de marqueurs de genre 3 reste, inchangée, sinon ça n'aurait pas beaucoup de sens. Et encore une fois, la nécessité aussi de prendre en compte, l'âge et le sexe. Donc, même si on distingue le GPI et le YPI cette année, c'est pas une raison de totalement exclure la jeunesse des projets GPI, absolument pas, bien au contraire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra, bien garder en tête lors de la conceptualisation de tous les projets et à travers, bien sûr, toutes les étapes de la gestion du projet, en allant de l'implémentation jusqu'au suivi, l'évaluation, et cetera. Une autre chose qui demeure inchangée, c'est, les 40 minimum du budget à allouer, aux partenaires nationaux. Donc là, c'est d'autant plus renforcé étant donné que la thématique du GPI, c'est renforcer la capacité des acteurs, locaux, nationaux. Mais voilà, on tenait quand même à rappeler ce point-là. Et ensuite, un autre point qui va être très important pour vous dans votre, conceptualisation même de votre projet, les projets qui sont conjoints ONU,
OSC, les projets qui sont mis en œuvre par des OSC nationales et des projets qui démontrent des partenariats solides avec des organisations dirigées par des femmes auront vraiment une préférence. Parce que pour nous, et je pense que vous le comprendrez, cela permet d'avoir une réponse à toutes les problématiques qu'on essaie de gérer à travers cette initiative. Donc voilà, préférence sera donnée à cette typologie de projet. Après, cela étant dit, d'autres typologies seront bien sûr les bienvenues. Ce ne sera pas le seul critère d'évaluation, mais voilà, plus on peut favoriser la collaboration et vraiment une prise en compte aiguë des acteurs locaux et des problématiques locales, mieux ce sera. Ensuite, pour ce qui est du YPI, donc là, on va avoir un thème, 2 thèmes, bon 3 thèmes en réalité, on triche un peu. Le premier, c'est la question de la participation au sein des processus politiques. Donc lorsqu'on parle de participation, c'est vraiment aussi pour dire qu'on ne parle pas que de représentation des jeunes au sein de la sphère politique. Ça peut être au niveau local, cela peut être au niveau national, cela peut être à différents niveaux. Mais en tout cas, quand on parle d'automatisation, comme vous le savez sûrement, c'est la représentation, mais c'est aussi la participation. Et donc ici, des jeunes, on a inclus le terme inclusif parce que très souvent, lorsqu'on reçoit des propositions, on parle des jeunes de manière très générale, sauf que la situation des jeunes, bien sûr, il y a des points en commun entre tous les jeunes d'une société donnée. Il y a malheureusement des défis qui sont partagés, mais il y a aussi des défis qui sont plus durs, plus graves, qui sont dans des niveaux de difficultés plus importants en fonction du profil socio-économique, en fonction du profil religieux, en fonction du profil ethnique. Donc pour nous, c'est vraiment important de parler des jeunes de manière complète, de manière holistique, comme on dit, si on veut utiliser un terme un peu formel. Mais voilà, en tout cas, le premier terme, c'est celui-là, favoriser des processus politiques inclusifs pour les jeunes. Alors, on a mis inclusive au niveau des processus, mais c'est plus vis-à-vis des jeunes, bien sûr, et promouvoir la participation politique d'une diversité de jeunes. La deuxième thématique, qui n'est pas nécessairement rattachée à la politique, mais qui malheureusement peut également l'être, c'est promouvoir la sûreté, la sécurité, la protection des jeunes de divers horizons. Donc encore une fois, cette notion d'inclusivité, cette notion de vraiment, vous connaissez certainement cette phrase qui est de ne laisser personne de côté, leave no one behind en anglais à l'ONU. Et enfin, la troisième thématique sur laquelle on triche un peu, mais qui a quand même du sens, c'est la combinaison de ces 2 thèmes. Parce que c'est vrai que parfois, la sécurité des jeunes au sein des contextes politiques, au sein des contextes politiques avec ou sans élection d'ailleurs, c'est un vrai sujet, donc c'est quelque chose qui peut être abordé cette année lors de vos propositions. Au sein de l'initiative YPI, donc bien sûr toujours prendre en compte l'âge, le sexe, 40% de l'investissement total qui doit être alloué à des partenaires nationaux, locaux de la société civile, notamment les organisations dirigées par les jeunes. Et concernant le marqueur de genre, il ne doit pas nécessairement être à hauteur de 3, donc c'est-à-dire un minimum de 80% du budget, et au-delà du budget, l'inclusion des jeunes à toutes les étapes. Ça peut aussi être une proposition de projet avec un marqueur de genre niveau 2, donc là avec un minimum d'investissement de 30% autour des femmes. Je ne sais pas si j'ai dit jeunes il y a 2 secondes, mais je parlais des femmes. Voilà. Concernant la préférence, on est aussi sur un même ordre d'idées, projet conjoint ONU, OSC, des projets qui sont mis en œuvre par des OSC nationales et des projets bien sûr qui démontrent des partenariats très solides avec des organisations qui sont dirigées par les jeunes. Concernant les directives, concernant les règles ou en tout cas, le cadre de proposition, donc les projets, ils peuvent être soumis en 3 langues, anglais, français, espagnol, comme en passé. Comme mentionné au début de ce webinaire, la durée de projet peut être de 24 mois, mais maximum. Toujours et très important, au moins 5 à 7% du budget pour le suivi et l'évaluation. Comprenant également un audit final indépendant et pour les projets qui sont à plus de 1,5 million, une évaluation finale indépendante. Donc ça, c'est quelque chose
à laquelle vous êtes déjà habitués si on travaille déjà ensemble. Mais en tout cas, je me permets d'insister sur ce minimum de 5 à 7 parce qu'on reçoit encore et toujours des propositions qui indiquent moins que ça et donc on est obligé de le redire. C'est presque rédhibitoire de ne pas avoir ce minimum d'investissement pour le suivi et l'évaluation. Donc vraiment, faites très attention à ce point lorsque vous même conceptualisez votre projet. Parce qu'une partie du budget va être dédiée à ça, mais une partie du staff, une partie des mécanismes de coordination, une partie des activités aussi, parce que pour pouvoir suivre un projet, il faut aussi faire des études de base, il faut... Donc voilà, c'est un point vraiment très important. On l'a mentionné plusieurs fois aussi, ce minimum de 40% qui doit être alloué aux partenaires de la société civile au niveau national, local, en particulier les organisations qui sont dirigées par les femmes, par les jeunes. Et enfin, les critères que je viens mentionner, donc pour GPI, tous les critères répondre aux marqueurs de genre qu'on note à 3, et pour les initiatives dédiées aux jeunes, un minimum de 2, voire 3. Concernant les critères de révision, donc les choses que nous, on va prendre en compte plus que d'autres éléments lorsqu'on va analyser vos premières propositions, vos notes conceptuelles, mais ensuite aussi les propositions, les ébauches de propositions et enfin les propositions finales. Cette notion d'innovation, elle va être très importante. Cette notion d'innovation, elle va être très importante parce que vous pouvez déjà, étant donné que vous faites partie des pays éligibles, vous pouvez déjà soumettre des propositions concernant l'automatisation des jeunes, l'égalité des genres, l'automatisation des femmes, dans le cadre de la programmation régulière de chacun de vos pays. Mais donc là, ce qui va faire la différence dans le cadre du GYPI, c'est aussi cette notion d'innovation. Toujours être dans la ligne des stratégies nationales, mais peut-être un petit peu sortir du cadre et faire quelque chose de différent. Oser faire quelque chose de différent. Là, on vous donne l'opportunité de tester des nouvelles choses ou peut-être d'essayer de répliquer des choses qui ont été faites dans des pays voisins, qui ont fonctionné et que vous voulez essayer dans votre pays. Ça, c'est important de le dire. Ensuite, l'analyse des conflits qui est à la base du rationnel de votre projet, de pourquoi est-ce qu'on présente même ce projet. Il faut vraiment, et ça j'insiste, il faut vraiment qu'il aille en profondeur dans pourquoi est-ce que ça a un impact particulier sur les femmes, sur les jeunes, soit parce qu'elles ont été victimes d'un certain cadre, soit parce qu'elles ont été directement impliquées dans un conflit, elles ont été actrices d'un conflit et ils ont été acteurs d'un conflit. Et donc, voilà, au final, ces personnes sont affectées de manière différente par ce conflit et c'est très important de le mettre en évidence. L'approche vis-à-vis de la consolidation de la paix, donc je le disais en introduction, il faut vraiment bien relier la problématique que vous souhaitez aborder avec nous, sur laquelle vous souhaitez travailler avec le PBF, et connecter ça avec un conflit passé ou un conflit peut-être potentiel. Vraiment être dans cette dimension de consolidation de la paix. L'approche genre-jeunesse, je pense que c'est même pas, cela va sans dire. La question du partenariat local et consultation, je crois que j'ai beaucoup parlé de ça déjà. Les interventions ciblées, réalistes, pragmatiques. Une logique très, très claire. Donc, encore une fois, cette connexion entre l'analyse du conflit, les interventions, les activités, les résultats. C'est-à-dire qu'il faut que lorsqu'on parcourt votre note conceptuelle, lorsqu'on essaie de comprendre les interventions que vous proposez pour comment est-ce qu'on va travailler sur la problématique analysée, OK, quel est le lien? Il faut pas qu'on se sente perdu lorsqu'on arrive à la 3e page de la proposition, qu'on se dise: «Attendez, là, on est en train de parler de tel défi, mais là, ils veulent travailler avec des gens qui n'ont rien à voir avec ça. Quel est le lien?» Donc vraiment avoir cette cohérence, c'est très, très important. Le ciblage clair des jeunes, des femmes et la localisation géographique. Donc là-dessus, ce qu'on veut dire, c'est que parfois, il y a des territoires qui sont plus affectés que d'autres. Il y a des profils socio-économiques, ethniques, religieux qui sont plus affectés que d'autres. Donc vraiment, mettre en évidence ça. La capacité de mise en œuvre, ça c'est important. C'est quelque chose qu'on ne veut pas s'avouer, mais parfois, il y a des capacités de mise en œuvre qui sont moindres ou parfois qui, au contraire, sont très bien en place et qui sont vraiment capables de déjà faire des miracles. Donc, dans ce cas, il faut y aller. Il ne faut pas hésiter à être très ambitieux dans sa proposition, mais en tout cas, prendre en compte cette capacité de mise en œuvre et être réaliste par rapport à sa capacité de mise en œuvre.
Et ensuite, le rapport stratégique entre les investissements et les interventions qui sont menées, c'est-à-dire que vraiment tenir en compte que ces enveloppes budgétaires, elles sont aussi assez exceptionnelles, entre guillemets, parce qu'on sait très bien que l'argent, c'est le moteur de tout ça, malheureusement. En tout cas, c'est ce qui aide beaucoup à faire des choses. Le premier moteur, bien sûr, c'est l'envie, c'est la mobilisation, mais le deuxième, ça va être malheureusement ce côté très pratique. Mais donc, du coup, vraiment s'assurer qu'il y ait un rapport stratégique entre les investissements proposés et l'ampleur de l'impact qui est possible à travers votre proposition. Je mentionnais en introduction le partage de quelques leçons apprises à travers les années de JYPI que l'on a menées avec les équipes. Et on a identifié 3 éléments qui étaient trop faibles pour passer à l'étape d'après. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment investir du temps de consultation, du temps de recherche, du temps de réflexion. Le premier, c'est le lien avec la consolidation de la paix, donc articuler très clairement ce lien entre ce conflit passé ou ce conflit potentiel, ou en tout cas les tensions, la violence passée potentielle, pour dire comment est-ce que ce projet va agir là-dessus. Encore une fois, ce n'est pas un projet avec une dimension de développement de manière générale ou humanitaire. C'est vraiment un projet qui a un lien avec cet aspect de consolidation de la paix. Ensuite, la prise en compte, la centralisation de cette question du genre et de la jeunesse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit des profils secondaires, il faut vraiment qu'ils soient au centre de l'analyse, au centre des interventions, au centre de la consultation. Donc vraiment cette place centrale. Et enfin, l'innovation. Donc, encore une fois, pourquoi est-ce que ce projet il est proposé dans le cadre du JYPI et pas dans le cadre de votre programmation régulière de projet? Qu'est-ce qui fait que là, il y a quelque chose de différent, d'intéressant, peut-être de plus risqué, mais justement qu'il faut essayer maintenant? Une dernière petite note, vous êtes bien sûr invité à consulter les collègues des secrétariats PBF locaux ou tous les points focaux PBF dans vos pays respectifs, parce que c'est des personnes avec qui, bien sûr, on échange de manière aussi très régulière. Donc, c'est aussi un petit peu notre pont entre vous et nous. Donc, n'hésitez pas à organiser des échanges avec ces collègues qui pourront aussi vous donner plus d'informations sur pourquoi est-ce que peut-être des propositions passées n'ont pas pu être acceptées ou pas. Enfin, le calendrier, je vais essayer d'aller très vite parce qu'il nous reste que 25 minutes pour les questions-réponses et on sait que vous en avez certainement plusieurs. Donc, le lancement, on y est. Les webinaires qui sont spécifiques par notamment thématique, ça va être tout début mai. Le portail de candidature en ligne, il va être également ouvert début mai. Et la date limite de candidature, ça va être le 6 juin. Donc, ça nous laisse un petit peu plus d'1 mois et demi entre aujourd'hui et cette clôture. Et la finalisation de l'examen des notes conceptuelles, donc cette première phase de candidature, va se clôturer début juillet. Et l'étape numéro 2 avec les propositions complètes, donc on va avoir une étape dans la deuxième étape qui est les ébauches de propositions qui devront être reçues fin août. Ensuite, la date limite des propositions finales, ce sera octobre. Les résultats en novembre et le versement des fonds en décembre-janvier. Donc là, c'est un calendrier qui est assez similaire à l'an passé, mais c'est important de vous en parler, bien sûr. Concernant le soutien qui est déjà disponible, en tout cas, des éléments de référence que vous pouvez utiliser pour mieux comprendre ce que nous on attend, ce que nous on souhaite vraiment soutenir. Voilà, vous avez la liste. Encore une fois, cette présentation va vous être envoyée et vous aurez accès à tous les liens qui sont disponibles. Donc, les webinaires que nous sommes en train de faire, mais aussi les prochains, les webinaires de l'an dernier qui portent notamment sur cette dimension de consolidation de la paix, la question de l'analyse des conflits, la question du suivi de l'évaluation. Nous avons le site web également, qui est une bonne plateforme de ressources. N'hésitez pas encore une fois à solliciter les points focaux PBF, le secrétariat du PBF dans vos pays respectifs. Et enfin, je crois qu'une adresse email que vous connaissez déjà par cœur, si ce n'est pas le cas, ce serait étonnant, qui est l'équipe du JYPI, donc Shada et Ilva que nous avons mentionné
en début de webinaire, qui sont aussi disponibles en cas de questions supplémentaires. Et je crois que là, nous allons entrer dans la section questions-réponses, si je ne me trompe pas. Voilà, liste de ressources. Donc ça, c'est tous des hyperliens que vous pourrez utiliser dès que nous vous enverrons la slide. Et il me semble qu'à présent, c'est le moment des questions-réponses. Donc surtout, n'hésitez pas. Nous avons 23 minutes ensemble. Donc nous espérons avoir quand même couvert une grande partie des possibles interrogations que vous aviez. Mais voilà, là, c'est le moment où vous pouvez poser des questions sur des sujets qui n'ont pas été abordés. C'est ma collègue Victoria qui va prendre toutes les questions, mais moi, je vais m'occuper de faire un peu la modération, donc voir dans le chat qui lève la main pour poser la question. Donc, merci beaucoup, Arsène, pour la première question. Ensuite, nous aurons Marcel, Val, Diodio, et puis voilà, 3 premières questions. Arsène, je vous en prie, allez-y. Merci beaucoup, chers collègues, pour cette excellente présentation. J'ai juste 2 petites questions de clarification. La première, d'abord, je suis Arsène du secrétariat PBF Kinshasa RDC, désolé. Donc, la première question porte sur l'éligibilité des organisations de la société civile. Je veux me rassurer que j'ai bien compris les exigences. Vous avez dit que ce qui est requis, c'est une simple attestation de bonne gestion d'une organisation des Nations Unies ou d'une subvention précédente. Je sais que les années antérieures, on demandait plutôt les rapports d'audit sur les 3 années précédentes. Est-ce à dire que les rapports d'audit ou d'évaluation ne sont plus exigés aux organisations de la société civile? Ma deuxième question relative à la localisation géographique des projets. Pour la RDC, par exemple, compte tenu du contexte de consolidation de la paix du pays, on est localisé dans 3 principales provinces sur les 26 provinces que compte le pays. Est-ce que, au vu des thématiques proposées qui sont plutôt à caractère national, est-ce qu'on peut faire des propositions au-delà de la zone géographique du PBF, c'est-à-dire des 3 provinces d'intervention qu'on a? Parce que quand je lis les thématiques, ce sont des thématiques qui adressent plutôt des questions au niveau national, alors que nous, on est localisé géographiquement. Donc, je voudrais être clarifié sur cet aspect spécifique. Merci bien. Merci Arsène pour ces questions. Donc, je me demande, comme nous avons déjà beaucoup de mains levées, si je prends peut-être plusieurs questions à la fois. Donc, j'ai bien noté vos 2 questions, mais peut-être Marcel, si vous voulez aussi intervenir. Et juste pour clarifier que vous pouvez lever la main dans l'appel et puis on vous donne la permission de mettre votre micro à la fois. Donc, levez la main ou posez votre question dans le chat et nous allons y venir. D'accord, Marcel, donc vos questions et puis je réponds à vos 2 ensemble. Merci. Ok, merci Victoria. Alors, j'ai 2 questions. La première, c'est d'abord, est-ce qu'on peut avoir une explication de ce que c'est que le marqueur genre et comment est-ce qu'on le quantifie? Comment est-ce qu'on arrive au niveau 1, au niveau 2 ou au niveau 3? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir les contacts du secrétariat PBF pays? Nous sommes au Cameroun et si on pouvait avoir les contacts, ce serait bien. Merci. D'accord, merci pour ces questions-là, très importantes. Je vais commencer avec la dernière question parce que c'est facile. Pour obtenir les contacts du secrétariat paix, comme Stéphanie a expliqué, on vous encourage de prendre contact avec les secrétariats au lieu de mettre ces contacts en ligne et visibles pour tout le monde. Si vous avez besoin de contacts spécifiques, comme vous l'avez dit maintenant pour le Cameroun, envoyez un mail à l'adresse mail de JYPI général. Peut-être quelqu'un peut le mettre dans le chat. Je crois que c'est pbfgypi@un.org, mais on va le mettre dans le chat, les gars, encore une fois. Et on vous répond avec les contacts spécifiques, donc pas de souci là-dessus. Sur le marqueur genre, donc il y a plusieurs critères. Il y a le critère
Voilà, Ilva l'a mis dans le chat. Merci beaucoup. Il y a plusieurs critères. Le critère le plus, on va dire, visible ou numérique, c'est le critère de financement. Pour avoir un marqueur de genre 3, il faut que 80% du budget soit dédié à la promotion du genre ou l'égalité des femmes. Mais il y a d'autres critères aussi et je vous invite de regarder la note d'orientation sur le marqueur de genre qui est sur le site web du PBF. Ainsi que de participer au prochain webinaire où on parle dans un peu plus de détails de ce marqueur genre. Donc, il y a une note d'orientation en ligne en anglais, en français, il me semble, qui donne beaucoup plus d'informations là-dessus. Je vous invite de la regarder. Si vous ne trouvez pas des documents spécifiques, encore une fois, n'hésitez pas à envoyer un mail à nous et on va être capable de vous répondre en plus de détails par mail. Alors, Arsène, merci pour les questions et c'est un plaisir de te voir dans le webinaire. Éligibilité des organisations de la société civile. Donc, c'est ça, en fait, le processus de cette année a changé. Au lieu de certains documents qui ont été demandés dans les dernières années, cette fois-ci, il y a juste 3 critères dont l'enregistrement dans le pays de mise en œuvre, ainsi que dans le pays du headquarter, du siège. 2, cette référence d'un donateur ou de l'ONU attestant une gestion financière satisfaisante dans le passé. Et 3, cette micro-évaluation HACT. Et cette micro-évaluation comprend un peu tous les aspects qui étaient distincts dans les années précédentes. Donc, si vous voulez plus d'informations là-dessus, il s'agit vraiment d'harmoniser cette approche-là parce que cette micro-évaluation est utilisée par beaucoup d'autres agences et les systèmes de l'ONU. Donc, il y a probablement beaucoup d'organisations qui l'ont déjà fait. Sinon, ça sera dans la deuxième étape que les organisations de la société civile doivent passer cette micro-évaluation. Et ça sera organisé par le PBF pour les CSO. Donc, je crois que j'espère que cela a clarifié. Et la deuxième question, c'était à propos des zones géographiques. C'est vrai qu'au Congo, en particulier, on a vraiment un focus sur certaines zones. Et je dirais qu'au passé aussi, c'était vraiment, oui, c'était possible d'avoir des projets GYPI au-delà de ces zones géographiques. Je dirais que dans l'idéal, les propositions de GYPI sont en cohérence avec le portefeuille existant du PBF, mais non, tout à fait. On peut aller au-delà et c'est pour cela que nous avons cette initiative qui peut aller au-delà, qui peut être un peu plus innovatrice. Et voilà. Donc, non, n'hésitez pas d'aller au-delà et de le justifier bien. Great, thank you so much, Victoria. If I may just add, I just pasted the link to the PBF guidance note website, and there colleagues can find the gender marker guidance that is now also available in French. So just to add that, thank you so much. D'accord, merci. Donc, il y a le site web avec les notes d'orientation dans le chat aussi. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. Stéphanie, je te fais confiance. Tu sais qui on va prendre comme prochain. Est-ce qu'on va avec les mains levées ou avec le chat? Oui, en fait, je pense que ce qui peut être efficace, c'est moi, je vais répondre aux questions sur le chat directement pendant que tu réponds aux questions des personnes qui ont les mains levées. Comme ça, étant donné qu'on n'a plus beaucoup de temps et qu'on veut répondre à tout le monde, on va essayer de faire comme ça. Mais en tout cas, voilà, les prochaines personnes, je vois qu'il y a Valdiodio et ensuite, il y a un invité qui a un prénom très compliqué à prononcer parce que c'est une série de chiffres. Mais en tout cas, voilà, peut-être on continue avec Valdiodio, pardon pour avoir écorché votre prénom. Et voilà, on a aussi quelques autres personnes. Mais en attendant, moi, je continue sur le chat. Donc, tu ne dois pas t'en préoccuper.
D'accord, merci beaucoup. Alors, Valiodo, oui, on y va. Bonsoir, je me présente, c'est Valdiodio. Je suis le représentant pays de EISA à Madagascar. J'avais juste deux questions de clarification très simples. La première, c'est est-ce qu'une organisation peut présenter deux projets dans un même pays? C'est-à-dire, je donne un exemple, si elle peut présenter, par exemple, un projet relatif aux femmes, une autre relative aux jeunes, dans un seul pays. Ça, c'est la première question. La seconde question, toujours sur les questions d'éligibilité, euh, nous sommes une organisation panafricaine présente dans plusieurs pays africains où votre appel est éligible. Donc, ma question elle est simple également. C'est pour savoir, est-ce qu'on peut présenter, par exemple, en Centrafrique où on a un bureau, en RDC où on a un bureau, ou au Niger? Je donne juste un exemple comme ça. Est-ce qu'on peut présenter à la fois deux ou trois projets dans des pays où nous sommes présents? Voilà. Merci. Merci, Valiodo. En fait, je vais répondre à ces questions parce que vous avez raison, c'est des questions assez courtes. Oui, donc pour les organisations de la société civile, la limite, c'est 2 projets de l'initiative de promotion du genre et 2 projets de l'initiative de promotion de jeunesse globalement. Donc, vous pouvez proposer, au niveau de votre organisation, je crois que c'est ESA, vous pouvez proposer 4 projets en total, globalement, à nos 2 initiatives, 2 pour le genre, 2 pour la jeunesse, un maximum. Et vous choisissez dans quel pays vous voulez faire des candidatures. J'espère que cela clarifie. Oui, cela doivent être des pays où vous êtes enregistré avec le gouvernement national et vous pouvez remplir les autres critères, mais c'est ça, 2 projets maximum de jeunesse, 2 projets maximum de genre. Parfait. Merci, très clair. D'accord, merci beaucoup. D'accord, prochaine question. Je vois seulement le numéro. Quelqu'un qui a levé la main, 1, 2, 3, 1, 9, 8, 1, 8, 7. Je vous ai donné la permission de mettre votre micro. Voilà, on y va. Oui, allez-y. Allô? Merci. Oui. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Jean Yazele. Je suis de l'ONG APDFE. J'appelle depuis Kasaï, depuis la province du Kasaï en RDC. Bon, ma question, c'était toujours autour de l'éligibilité. Alors, vous avez dit on faisait une micro-évaluation. Bon, quand on expliquait, la ligne n'était pas vraiment très bonne. Et maintenant, je veux un peu avoir l'éclaircissement par rapport à cette micro-évaluation pour que l'ONG soit éligible. Merci beaucoup. Merci, Jean. Et je vois je vais répondre à votre question tout de suite. Peut-être d'abord, on entend la question de Salifou Abdou, FAO, Faun. Allô? Oui. Oui, bonjour Victoria, bonjour tout le monde. Donc ma question est aussi toute simple. On a insisté beaucoup sur un peu le caractère catalytique des fonds PBR. Ma question c'est de savoir, est-ce qu'on peut faire une proposition qui cette fois-ci renforce déjà des actions en cours, mais toujours dans le domaine, par exemple, de la promotion des jeunes, de l'emploi des jeunes ou bien de la promotion de l'autonomisation économique des femmes. D'accord, merci pour ces questions-là. Et comme je vois qu'il y a 9 mains levées, je vais prendre encore une question de Isiaka Ouattara. Et je suis désolée si je prononce votre nom pas bien, mais Isiaka, si vous voulez mettre votre micro, voilà. Allez-y, Oui. merci.
Voilà. Bonjour madame, je m'appelle Ouattara Isiaka, j'appelle d'Abidjan, je suis de l'ONG CARE International. Nous intervenons au niveau de la Guinée, pays éligible. Je voudrais juste savoir si les organisations, les ONG internationales ont la possibilité de soumissionner, parce que durant toute votre présentation, j'ai cru comprendre beaucoup plus la participation, la soumission par les agences des Nations Unies ou les organisations de la société civile. Qu'en est-il au juste? D'accord, merci beaucoup pour ces questions-là. D'accord, je vais dans l'ordre chronologique. Jean, si j'ai bien compris, votre question relevait de la question de cette micro-évaluation, d'avoir un peu plus de détails. Alors, en fait, peut-être il faut dire que ce ne sera pas le PBF qui fera cette évaluation, mais il est plutôt question d'harmoniser l'évaluation des organisations de la société civile en utilisant une approche qui est déjà utilisée par d'autres organisations au sein des Nations Unies. Donc, cette micro-évaluation ACT, elle est assez standardisée. Et si vous voulez avoir plus de détails sur le type de questions qui seront demandées dans cette évaluation, il y a le lien dans la présentation où ça dit, vous voyez le slide qu'il va mis, qui peuvent être ici pour référence. Donc il y a un hyperlien derrière ce mot-là. Donc, vous pouvez voir les questions en détail qui sont demandées. Si vous n'avez pas encore fait cette micro-évaluation, il sera question de le faire dans la deuxième étape. Donc, si votre note conceptuelle sera acceptée pour être développée en document de projet, là, on va vous approcher pour faire cette micro-évaluation. Mais si vous voulez avoir plus de détails maintenant, vous pouvez les trouver sur ce lien-là. Question catalytique, est-ce qu'un projet peut répondre aux initiatives qui sont déjà en cours? Je dis que pour beaucoup d'organisations, donc oui, Stéphanie a parlé beaucoup de l'aspect innovateur des projets que nous demandons. Donc, si le projet propose juste seulement de continuer une initiative, une intervention qui est déjà en cours, je ne suis pas sûre si nous pouvons soutenir cela. Par contre, si vous avez des leçons apprises d'autres projets que vous avez faits et que vous adaptez une approche, que vous voulez changer un peu, mais c'est de votre expertise, bien sûr, on va prendre cela en compte, parce que c'est aussi une question de capacité de mise en œuvre si vous avez déjà une certaine expertise. J'espère que cela clarifie un peu cet aspect-là. En ce qui concerne les organisations internationales, si j'ai bien compris, question des organisations de la société civile internationale, oui, tout à fait. Les CSO internationales sont éligibles autant qu'ils peuvent fournir les documents d'enregistrement dans le pays de siège et dans le pays de mise en œuvre. Et là, il est juste question aussi de remplir le critère de 40% des financements qui doivent être donnés aux partenaires de mise en œuvre nationaux et locaux. Donc, il sera question de coopérer avec les organisations nationales et locales. D'accord, j'espère que j'ai répondu aux questions. Alors, les prochaines questions, je vois Oniel Pierre-Louis et Kamundala. Si vous voulez mettre le micro et demander votre question, ça serait super. Bonjour, mon nom est Oniel Pierre-Louis présentement. Donc, alors, nous sommes basés en Haïti. Donc, je suis un membre de l'Organisation pour le développement économique et social. Donc, mon intervention a plusieurs volets. Donc, le premier volet se focalise sur les coordonnées ou encore l'adresse du PBF en Haïti. Le second volet, parmi les deux initiatives, donc, étant donné que nous sommes dans une situation post-catastrophe en Haïti, est-ce qu'on peut, et normalement dans le cadre de ces deux initiatives,
est-ce qu'on peut tenir compte de l'autonomisation économique des femmes et des jeunes? Et le troisième volet de ma question, et pour les organisations de la société civile, est-ce qu'on peut postuler dans le cadre de cet appel à projet sans le consortium d'une entité des Nations Unies? Donc, c'est les trois volets de ma question. Merci. Merci, Oniel. Je vais répondre à vos questions tout de suite, après avoir entendu les questions de Kamundala et aussi Jean-Claude Sigouéré. Je vais mettre la permission de mettre le micro. Merci, Oniel. OK, merci. Kamundala, si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez mettre le micro et demander votre question? Sinon, on revient vers vous et on continue avec Jean-Claude Sigouéré. Oui, bonjour chers collègues, je suis Jean-Claude, coordonnateur du secrétariat PBF pour le Niger. Je suis basé à Niamey. J'avais une petite question, au fait, pour l'éligibilité des organisations de la société civile. Je voudrais savoir s'il n'est pas possible, avant d'avancer dans le processus, qu'on puisse avoir toutes les précisions essentielles au cas où les ONG nous approchaient dès le début pour nous informer qu'elles vont soumettre des projets. Est-ce qu'il n'est pas possible qu'on puisse interagir avec vous pour savoir si ces ONG sont éligibles avant de continuer le processus jusqu'à la fin? Parce que l'année passée, on a constaté qu'il y a de ces ONG qui ont beaucoup avancé, mais c'est en dernier lieu qu'on a constaté qu'elles n'avaient pas toute l'éligibilité. Voilà ma petite question. Merci. Merci Jean-Claude. Oui, je vais répondre à cette question aussi. Je comprends bien le désir de savoir, d'avoir les réponses assez tôt. Donc, je vois qu'on est à 10h29. Il nous reste que quelques minutes. Donc, j'invite Maximilienne aussi à poser votre question. Non, en fait, Merci. la main est... Non, je suis là. Oui. Je suis là, merci. D'accord. Merci beaucoup. Je suis Maximilienne Gombe du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale basé au Cameroun. On travaille beaucoup sur la paix et la réconciliation nationale, que ce soit au Tchad, au Cameroun et en RCA. Merci pour cette opportunité. Moi, j'avais deux petites questions. Et la première a été posée là par notre collègue là qui a parlé, le coordinateur qui a parlé là. C'est un peu frustrant pour nous parce que souvent, on commence le processus et après, qu'on vous dit, ce n'est pas ça. De manière concrète, il faut que les associations aient quoi comme base pour pouvoir, n'est-ce pas, être éligibles de manière concrète pour que nous ne perdions pas le temps et qu'on sache déjà que nous sommes éliminés d'avance. La deuxième question, c'est est-ce que nous sommes obligés d'être un consortium pour être éligible? Est-ce qu'il y a un montant en sachant que chacun n'a pas les mêmes capacités? Si nous, on veut seulement peut-être prendre 500 000 €, qu'on se dise on va parler plus que ça parce que nous ne connaissons pas nos capacités. Est-ce qu'on peut avoir, n'est-ce pas, ces montants-là pour que les gens soient plus honnêtes quand ils viennent, n'est-ce pas, demander des fonds? Merci. D'accord, merci Maximienne pour vos questions. D'accord, je vais répondre à ces questions-là parce que, comme vous le dites, ils sont vraiment reliés. D'accord, donc pour cette question de savoir si une organisation de la société civile est éligible dès le début du processus, nous comprenons vraiment ce niveau de frustration qui peut arriver si vous passez tout le processus et au final, ce sont des questions d'éligibilité, de formalité qui font que le processus n'aboutit pas. En même temps, pour nous, c'est justement, ce n'est malheureusement pas possible de faire
ce processus formel d'éligibilité avec, disons, près de 100, nous recevons plus de 200 propositions de projets et c'est justement pas possible de faire ce processus formel. Par contre, je crois que dans cette année-là, ça sera pour vous beaucoup plus prévisible de voir si vous remplissez les critères d'éligibilité, justement parce que nous utilisons cette approche harmonisée, ACT, et que vous pouvez voir toutes les questions qui seront demandées de vous dans la deuxième étape ou qui auront déjà été demandées de vous si vous avez passé ce processus-là en utilisant le lien dans notre présentation. Donc là, c'est vraiment, ce sont des questions très détaillées et je vous invite de le regarder dès maintenant et de vous assurer que vous pouvez répondre à toutes ces questions-là parce que cela vous donne une très bonne idée de savoir est-ce que vous êtes éligible ou non. Donc, je crois que dans cette année-là, cela devrait être plus facile et plus prévisible que dans les années précédentes où je sais qu'il y avait question de ces documents-là à certaines étapes du processus et c'était moins clair que cette année-là, que ces 3 critères, ce sont vraiment les critères que nous allons regarder et rien d'autre. Pour les limites financières pour les consortiums, Maximienne, si j'ai bien compris, il s'agit de savoir quels sont les minimums pour les projets, mais peut-être vous pouvez, si j'ai pas bien compris, n'hésitez pas à intervenir. Donc, pour les projets présentés par les organisations de la société civile, il s'agit d'une organisation de la société civile qui doit être le récipiendaire des fonds, minimum 300 000 dollars, maximum 2 millions de dollars. Et ensuite, bien sûr, vous aurez des partenariats avec des organisations locales, nationales, d'autres partenaires d'implémentation. Et là, c'est vraiment question pour l'organisation récipiendaire principale de faire en sorte de repartir ces fonds comme cela a du sens. Oniel, les organisations de la société civile peuvent-ils soumettre les candidatures sans partenaire des Nations Unies? Oui, tout à fait. Nous acceptons aussi les propositions d'une organisation de la société civile sans partenariat avec les Nations Unies. Bien sûr, nous vous encourageons de prendre contact avec notre secrétariat PBF. Vous avez vu qu'il y a au moins 2 coordonnateurs en ligne maintenant. Donc, vous pouvez déjà noter les noms si vous êtes dans ces pays-là. Et sinon, veuillez envoyer un mail à pbfjypi@un.org pour avoir les contacts spécifiques. Donc, je crois que ça, c'était une autre question pour la Haïti. Je vous demande de bien vouloir envoyer un mail à nous pour que nous puissions vous donner ces contacts-là. Great. Sorry, Victoria, just to add, we'll share the contact list when we share the slides as well. OK, d'accord. Alors, les Thank you. contacts seront partagés avec les slides après cette présentation-là. Donc, vous devrez avoir tous les contacts nécessaires. Merci pour cette précision, Ylva. Je crois qu'il y avait une question spécifique pour l'autonomisation de l'économie des femmes et des jeunes. Je voudrais éviter d'aller dans les détails de type de projet, de type d'intervention que nous allons soutenir, parce que là, dans ce webinaire ici, c'est vraiment une question de parler des formalités. Il y aura des webinaires encore plus concrets sur les thématiques de cette année-là, où vous pouvez parler de cela. Et en général, si l'initiative proposée répond à notre appel de candidature aux thématiques de cette année-là, et si la proposition répond à des questions de consolidation de la paix, nous sommes prêts à la regarder et la considérer. Donc, seulement des réponses générales, je suis désolée, mais nous n'avons pas assez de temps d'aller dans les détails maintenant. Il y aura d'autres webinaires et d'autres orientations dans le futur. Merci, Oniel, pour ça. D'accord, on est déjà à 10h37. Je propose un dernier rang de questions. Je vois qu'il y a Guy et Marie qui n'ont pas encore posé leurs questions
et qui ont les mains levées. Donc, je vais vous donner permission de mettre le micro et on prendra vos questions et c'est le dernier round de questions. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis Marie-Chela Durandis de l'engagement des femmes et des filles pour l'environnement et le développement. Alors, ma question, c'est surtout par rapport à l'attestation de bailleurs de fonds. Est-ce que cette attestation, on peut l'avoir d'un bailleur de fonds quelconque, même si ce n'est pas un bailleur des Nations Unies? Parce qu'on a des organisations qui travaillent avec d'autres types de bailleurs et qui peuvent avoir cette attestation, même si ce n'est pas au niveau des Nations Unies. Merci, c'est une très bonne question. Il y a aussi Guy Boyka, Bio. Vous pouvez mettre le micro maintenant? Si ce n'est pas possible maintenant, je vois que Assalé a aussi levé la main, donc je vous donne permission et vous pouvez poser votre question maintenant. Merci. Assalé. Ok, dernière opportunité pour Guy ou Assalé de mettre votre micro. Je suis désolé s'il y a des problèmes techniques. Sinon, mettez-les dans le chat ou envoyez-nous un mail après ce webinaire et nous sommes toujours là pour répondre aux questions. Oui, nous sommes toujours là et prête. Marie, merci pour votre question. Que type de bailleur peut faire cette référence ou cette attestation? En fait, je vais donner cette question à Ilva pour voir si elle peut nous répondre. Ilva, what type of donors can write this letter of recommendation? Do you have specific requirements of like which donors can do it? No, there are no specific requirements. Yeah, thank you. Very good question. There are no specific requirements at this point. So either a UN entity or another type of donor. And then we request that you attach this when you submit your concept note. And if the administrative agent would have, follow-up questions later, they would come back to us and we will come back to you. But for now, there are no specific requirements regarding what type of donor. So it does not need to be a donor to the United Nations. No, exactly. No, so either a UN entity or some other type of donor for now. Yeah, thank you. Ok, thank you. D'accord, donc juste vitement, non, il n'y a pas de conditions spécifiques sur le type de bailleur. Je crois qu'il serait juste plutôt question d'avoir la voix d'un bailleur qui a travaillé avec vous et qui dit que voilà, ça a bien marché, c'était satisfaisant. Donc non, ça peut être un bailleur que vous choisissez et vous attachez cette recommandation, cette attestation à la candidature en ligne. Et s'il y a d'autres questions, on revient vers vous, mais pour le moment-là, il n'y a pas de conditions spécifiques. D'accord. Dernière question, soit dans le chat, soit en mettant le micro. Sinon, on est à 10h41. Stéphanie, tu as vu d'autres questions ou est-ce qu'on peut fermer cette session? Il y avait quelques questions. Il y a eu beaucoup de questions dans le chat, mais la plupart ont été répondues à l'oral d'une certaine manière. Là, on en a une qui vient d'arriver et je pense que ça peut-être être la dernière question, en sachant que les questions qui peut-être n'ont pas été répondues dans le chat, soit vraiment à travers le chat, soit à l'oral, comme mentionné, n'hésitez pas à nous envoyer un message à l'adresse mail qui a été partagée ou à contacter les contacts, les points focaux PBF de vos pays qui sauront aussi vous guider. Donc, la dernière question qui nous vient de Assalé, y a-t-il la possibilité de prévoir les frais de gestion? Alors ça, moi, je ne suis pas certaine de comprendre la question. Je ne sais pas si Victoria, pour toi, c'est clair ou s'il faut peut-être la préciser un peu.
S'il est question de gestion de projet, donc par exemple un coordonnateur de projet, oui, bien sûr, dans le budget, il y aura espace d'avoir des fonds pour la gestion de projet. Oui, est-ce que ça, c'était la question? Normalement, nous avons un limite de 20% pour le staffing. Si ça, c'est le seul limite que nous avons. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si la question porte effectivement là-dessus, sur les frais de gestion de projet, donc en fait le staff qui est derrière la gestion de projet, il va correct us if we're wrong, but it's like regular programming, not beyond 20% for staffing, and UNSD cost, is that correct? UN Development Group, is that the same? Yes, it's the same as for other PBF programming. So you can also find more information in the PBF manual and so on. Yeah, but so same as in other PBF cases. Ok, c'est noté. Et bon, on a une dernière question de Guy qui apparemment n'avait pas pu la poser plus tôt. Ma question est la suivante. Nous avons déjà travaillé avec le système des Nations Unies, dont ONU Femmes, mais nous n'avons pas d'attestation. Alors, comment procéder pour en avoir? La deuxième question, c'est par rapport au nombre de structures par consortium. D'accord, donc pour la première question, je dirais que si vous avez toujours les contacts et que c'était dans les 3 dernières années, je crois qu'il y avait cette limite-là, nous encourageons de les contacter, de demander des attestations. Je crois que ça peut avoir la forme d'une lettre qui précise un peu dans quel contexte, quel amont, et si cette coopération était satisfaisante. Deuxième question, au nombre de structures par consortium. Donc là, il y avait des limites de proposition en ce qui concerne les récipiendaires. Il me semble qu'il y a une limite pour les organisations des Nations Unies. Il y a une limite de 3 récipiendaires par proposition de projet. S'il s'agit d'un projet ONU CSO, on parle d'un maximum de 2 entités des Nations Unies plus une organisation de la société civile. Si ce sont des propositions de projets d'une organisation de la société civile, il ne peut y avoir qu'un seul récipiendaire de CSO. Ensuite, bien sûr, vous auriez des partenaires d'implémentation. Il n'y a pas de limite spécifique. Donc, vous faites ce qui a du sens. D'accord, si ça, là, je crois qu'avec ces questions-là, on arrive vraiment à la fin de notre webinaire. Encore une fois, merci beaucoup pour votre participation. Stéphanie, je te laisse fermer le webinaire s'il y a d'autres remarques. Merci de mon côté. Merci beaucoup, Victoria. Et non, je voulais juste, je voulais pas nécessairement te couper et fermer. C'était juste pour dire qu'il n'y avait plus de questions dans le chat. Donc, c'était effectivement, voilà, la fin. Et je crois que, bon, c'est pas mal. Un petit rap de 15 minutes, je crois qu'on a tous plutôt bien fait entre vos questions et nous, la partie réponse. Et Ilva aussi, merci pour ton soutien sur certaines questions. Donc, je confirme à tout le monde qui s'interroge sur le fait que cette présentation, donc PowerPoint, elle va vous être transmise. Au sein de cette présentation, il y a beaucoup d'hyperliens, notamment la question portant sur le marqueur de genre 3, comment est-ce qu'on peut définir si notre présentation est bien connecté à cette dimension de consolidation de la paix, etc. Donc, il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles en ligne et nous avons mis tous les liens de ces ressources dans la présentation que nous allons vous envoyer par email. Et enfin, les deux dernières choses, les deux derniers rappels, c'est n'hésitez vraiment pas à entrer en contact avec les points focaux PBF, les secrétariats PBF
de vos pays respectifs. Si vous ne les connaissez pas, donc comme Victoria l'a mentionné, envoyez-nous un email à l'adresse de PBF GYPI et on vous enverra les coordonnées. Et enfin, voilà, le deuxième point de contact, c'est cette fameuse adresse GYPI. On vous invite quand même à reconsulter la présentation et les liens des ressources, peut-être avant de nous solliciter, parce que c'est probable que beaucoup de vos interrogations sont déjà répondues à travers soit certaines slides, soit certaines ressources disponibles en ligne. Donc voilà, c'est peut-être bien de procéder comme ça. Merci en tout cas pour votre participation ce matin. Nous avions hâte de lancer le début de l'initiative. Donc là, on a vu que vous étiez presque 60, mais plus que 60 personnes et tout autant d'organisations et tout autant de personnes derrière. Donc merci. Et puis nous sommes dans l'attente de travailler avec vous de manière plus proche très bientôt. En tout cas, merci pour votre participation. Merci également aux collègues qui ont permis à ce webinaire d'exister. Victoria, you rocked. Et puis Ilva et Shaza aussi, qu'on ne voit pas, mais qui vraiment sont les maîtresses aux commandes de toute cette initiative. Donc, merci à elles et merci à vous tous. Très bonne journée, très bonne soirée et à très bientôt. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup.